Bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Une fois encore, nous vous rejoignons pour votre émission. Que dis-je, notre émission Le Grand Rendez-vous qui s'installe donc ainsi, toujours utile pour savoir comment affronter la journée. La météo est encore au rendez-vous ce soir. Beau temps ou mauvais temps demain, on le découvre après ceci. Bonsoir aux populations de Covey dans le département du Zou. Nous avons 3 rubriques au menu. Ce soir, un mal qui existe depuis des siècles et dont les malades sont stigmatisés, la lèpre. Quels sont les signes annonciateurs de cette maladie? On en parle dans Nature et Bien-être avec Heureuse Danondé et son invité. Lutte contre le travail des enfants. La série se poursuit sur Autant Savoir qui reçoit pour vous un représentant de l'UNICEF. Vous le savez, l'UNICEF œuvre aux côtés des autorités étatiques pour que les droits des enfants soient préservés. La rubrique Expert de ce jour reçoit Marcel Effon qui nous renseigne sur comment détecter le besoin de changement dans une entreprise. Alors on garde un bloc-notes, chers entrepreneurs et futurs entrepreneurs. Les astuces et conseils vont pleuvoir pour vous amener à faire le bon changement. Vous le savez, le grand rendez-vous, c'est aussi le journal. Nadège Soni est déjà là pour la présentation des titres. Nadège Soni, bonsoir. Bonsoir à vous, Agnès Bello. Comment vous allez? Très bien, Agnès. Et chez vous? Bien, merci. Je vous laisse pour la présentation des titres. On se rejoint après. Merci à vous, Agnès Bello. Dans le 1945, ce soir, on s'intéresse à la jacinthe d'eau et à ses nombreuses vertus. Elle est transformée aujourd'hui et constitue une source de revenus pour certains Béninois. Nous irons également à la découverte du Jardin des plantes et de la nature de Porte-Novo. Ce lieu fait partie des monuments historiques et écologiques du patrimoine du Bénin. Enfin, le monde littéraire s'est enrichi d'un nouvel ouvrage, le deuxième de l'auteur Méchac Adjaro. Il a nom fragile et a été présenté au public béninois. Merci à vous, Nadège Soni. Donc, on vous retrouve à 19h45 pour le journal proprement dit. En attendant, le premier plateau du grand rendez-vous peut s'installer. Nature et Bien-être. Dans Nature et Bien-être, il sera question ce soir de la lèpre. Nous avons beaucoup d'appréhension quand on parle souvent de ce mal. Heureuse Danondé nous dit tout déjà dans ce reportage et nous allons la recevoir ici sur ce plateau avec son invité pour en parler davantage. Donc, je vous invite à suivre ce reportage. La lèpre, une maladie infectieuse provoquée par une bactérie. Le germe en cause, c'est le bacille de Hansen. Ces germes se trouvent particulièrement dans les salives. Ça se contamine par les voies aériennes. Quand un malade parle avec quelqu'un qui est sain, là, ce malade peut lui donner la maladie par
les gouttelettes de salive que l'autre peut aspirer. Les facteurs favorisant la contamination du mâle peuvent être une alimentation malsaine, une mauvaise hygiène, mais surtout un système immunitaire affaibli. Lorsque le mâle est très tôt diagnostiqué, les chances de guérison sont également très élevées. Normalement, une fois qu'on a été contaminé, normalement ça doit faire au moins 4 ans avant de commencer par se signaler. Quand le malade est vu très tôt et on entame le traitement aussi très tôt, là ça se guérit sans séquelles. Le malade qu'on a vu tardivement, les nerfs sont déjà bouffés, les extrémités, les terminaisons digitales sont déjà aussi fixées. Donc ça amène les pertes des doigts, les pertes des pieds, les doigts de pied, les pertes des doigts de main. Suite à une contamination, comment reconnaître alors les symptômes d'une éventuelle lèpre sur le corps? J'ai commencé par sentir douleur. Après, a commencé, elle a dit que ça va cesser, et ça ne cesse pas. Bon, il semble que si je n'ai pas venu ici, je vais mourir. C'est à cause de ça que mon parent a dit qu'on va m'amener ici. Cette maladie est très compliquée. Elle apparaît subitement et se manifeste par des inflammations des pieds et des mains. La lèpre est donc une maladie transmise par des gouttelettes de toux et éternuements suspendus dans l'air. Au Bénin, elle est encore trop présente et depuis 10 ans, il est enregistré en moyenne 200 cas de lèpre chaque année. En 2017, il y a eu 150 nouveaux cas, dont 11% sont des enfants de moins de 15 ans et 69% sont des lépreux multibacillaires hautement contagieux avec plusieurs lésions sur la peau et 27% présentent des mutilations. Ça se manifeste par des taches sur le corps, des taches insensibles. Là, l'enfant vient en consultation, bien la maman l'amène en consultation et puis on fait l'analyse du sang. Et quand on trouve, on le met sous traitement. On peut en mourir. Mais actuellement, en tout cas chez nous ici, c'est très rarement que les gens meurent de la lèpre. Quand un malade est dépisté, mis sous traitement, et le malade fait la réaction, et on ne prend pas vite soin de cette réaction-là, le malade peut en mourir. À la date du 31 décembre 2017, 246 malades lépreux sont hospitalisés dans les 8 centres de traitement anti-lèpre du Bénin. Le centre de traitement de Davungon a accueilli le grand nombre, soit 37%. Amandine Agnambassou est heureuse d'annoncer. Merci à vous pour ce reportage. Heureuse d'annoncer que nous retrouvons sur ce plateau. Heureuse d'annoncer, bonsoir. Bonsoir Aniat Bello. Comment vous allez? Je me porte très bien aujourd'hui plus qu'hier. Très bien, avec un sujet intéressant, mais vous voulez parler de la lèpre, et il faut dire que la lèpre fait peur à beaucoup de personnes. Donc, est-ce que je peux dire aux téléspectateurs qu'ils n'ont rien à craindre? Aujourd'hui, il y a encore un reportage que vous allez suivre demain et vous verrez qu'aujourd'hui, il y a des lépreux qui vivent sans séquelles et s'ils ne vous disent pas qu'ils en ont été victimes, vous ne le sauriez pas. Ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Hein? Donc, pour en parler, heureuse d'annoncer sur ce plateau. On est avec le coordonnateur du programme national de lutte contre la lèpre et l'ulcère de Bureli, le docteur Jean-Gabin Ruizo. Il est spécialiste en santé publique et reprologie. Léprologie, voilà. La lèpre, voilà. Léprologie. Alors, un expert en lèpre, donc. Voilà. Mais qui n'est pas lépreux, bien sûr. Ne dites pas ça parce que j'ai eu à dire ici un expert spécialiste de l'anus. Beaucoup m'ont appelé heureuse, mais tu as dit quoi? Donc, bon, un spécialiste des questions liées à la lèpre. D'accord. Alors, docteur, dites-nous tout sur la lèpre. Comment est-ce que la lèpre tisse sa toile morbide? Dites-nous tout. Merci de m'inviter à ce plateau. Oui. Pour qu'on échange. Oui. Sur cette maladie qui, vous l'avez dit tantôt, fait peur. Effectivement, il faut le reconnaître. Elle fait peur et d'autant plus que parmi les agents de santé aussi, il y a la peur. C'est ce qui fait davantage le retard, ce qui contribue davantage au retard au diagnostic. Alors,
De vous à moi et de façon vulgaire, tout le monde pense que la lèpre se manifeste par des lésions à type de griffes ou d'amputation des orteils ou des mains. Mais à ce stade-là, c'est déjà avancé et de façon irréversible. Et ça commence alors comment? La lèpre, avant qu'elle n'arrive à ce stade, il faut dire d'abord que la lèpre est due à un microbe. Ce microbe, c'est une bactérie. Laquelle bactérie a pour nom le Mycobacterium leprae. C'est un peu un nom barbare, mais pour être plus simple, c'est une bactérie. Cette bactérie du moins, a un tropisme pour la peau et les nerfs. Et donc, pour comprendre mieux comment il tisse, ce microbe tisse sa toile morbide, oui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'en réalité, à son début, la maladie se manifeste par des taches. Oui. Donc l'élément principal, c'est la tache. Nous devons donc penser à la lèpre face à des lésions à type de taches cutanées. C'est des taches claires, c'est des taches claires chez des personnes à peau sombre et des taches rougeâtres chez des personnes à peau. Docteur, vous souriez, je vérifie que je n'ai pas de taches. À peau claire. Parce que les deux types de peau dont le docteur a parlé se retrouvent sur le plateau. Oui. Voilà. Chacun vérifie sa peau rapidement. Faites le même geste, hein, mesdames et messieurs. Vérifiez que vous n'avez pas de taches. Quand quelqu'un a de peau noire, c'est des taches, on dit dans le jargon, des taches hypochromiques. Donc, des taches un peu cuivrées. Et les personnes de peau claire, c'est des taches rougeâtres. D'accord. Mais est-ce à dire, docteur, que toutes les taches qu'on retrouve de cette couleur-là, qu'on retrouve sur la peau, d'office, c'est la lèpre? Non, non, il faut aller consulter. Non, il faut pas du tout de suite aller consulter. Pas du tout, pas du tout. Il faut... La tache a des caractéristiques. Ah, d'accord. Puisque j'ai dit tantôt nous avons des images là. Là, c'est... Vous pouvez nous aider à reconnaître? Ça, c'est... Là n'est pas encore une tache, puisque je parlais de tache. Ok, d'accord. Après, il y a d'autres lésions. Ah, ok. Donc là, on est à un stade beaucoup plus évolué. Actuellement, nous avons... Là, l'image qui vient d'être montrée, on appelle ça des nodules. Okay, donc, le premier élément, parmi les éléments qu'il faut prendre en compte, c'est d'avoir une tache. Oui. La tache, elle est insensible. D'accord. Ça ne gratte pas, ça ne fait rien, pas de douleur, rien. Pas de douleur, vous y touchez, vous ne sentez pas du tout. Parce que le microbe aime la peau et le nerf. Pour sentir la douleur, c'est le nerf. Donc, il inhibe le nerf. En inhibant le nerf, vous ne pouvez pas avoir mal. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément qui apparaît sur l'image que vous venez de montrer, c'est des nodules. Donc, il faut y penser. D'accord. Des nodules un peu dispersés dans le corps, mais aussi des nodules à l'oreille. D'accord, à l'oreille. Vous avez une infiltration de l'obule de l'oreille. Là, le germe se Là, nous avons une image voilà, de l'oreille. Exactement. C'est un début, je dirais. Voilà un nodule dans le lobule de l'oreille gauche d'un malade que nous avons vu. Ok, là, c'est beaucoup plus visible. Vous avez plusieurs types de nodules là. Si. Vous en avez une dizaine là. Si. Et c'est à ce niveau que se concentre le germe. Ok. Donc, il a des endroits spécifiques sur le corps qu'il préfère. C'est tout le corps en général. C'est tout le corps en général. Vous verrez sur les images qu'on a des taches sur la fesse, des taches sur le dos, des nodules un peu partout sur le corps. Mais parfois, les nodules se concentrent au visage et à l'oreille. Et là, au niveau du pied, on a vu même là, les fesses, tout est... Là, c'est la jambe. Vous avez plein de nodules au niveau de la jambe. Et celui-là est déjà à un stade avancé de complications avec perte pratiquement des orteils. Oui, on voit qu'il y a des orteils qui nous là, sont c'est à une étape avancée. D'accord. Alors donc, pour me résumer, il y a des taches, il y a des nodules, mais la caractéristique essentielle de la tache, c'est qu'elle est insensible. On doit aussi penser à la lèpre lorsque nous sommes face à une personne qui a des fourmillements au niveau
des mains, de l'engourdissement. Ça peut être au niveau des mains ou des pieds, des picotements, ou alors une faiblesse des membres. Quand les membres commencent pas, on ne sent plus le mouvement. Il faut évoquer, il faut penser et évoquer. Mais ça vient d'où le temps en fait qui nous est imparti? Mais est-ce que le diagnostic est si facile auprès des médecins? Je crois que les symptômes que vous avez énoncés sont aussi des symptômes qu'on retrouve au niveau de d'autres maladies. Quand vous voulez parler du fourmillement et de l'engourdissement, ça aurait pu être autre chose. Est-ce qu'on arrive à vite détecter le mal quand on se rend au moins à l'hôpital? Voilà, ça c'est une question assez intéressante. Lorsqu'on a l'ensemble de ces signes, il est important de prélever juste au niveau de la tache ou au niveau des nodules pour amener le sucre prélevé au laboratoire. À partir de cet instant, l'ensemble des signes, plus le résultat, la recherche du bacille, il y a des caractéristiques que les biologistes savent. Ils disent que c'est un bacille acido-alcoolo-résistant. Donc, d'emblée, on peut affirmer. Maintenant, pour simplifier, parce qu'on n'a pas de laboratoire un peu partout, on classe la lèpre en 2 catégories. Au plan clinique, pour rendre facile le diagnostic aux infirmiers qui sont en contact des malades. Qu'est-ce que l'OMS recommande? Lorsque vous faites face à un malade qui a au plus 5 taches insensibles, là, on classe dans la rubrique de la lèpre aussi bacillaire. C'est une lèpre supposée moins contaminante. Au-delà de 6 taches et des nodules, tels que nous l'avons vu dans l'image tout à l'heure, on parle de lèpre multibacillaire. C'est cette forme-là qui est hautement contagieuse. Et qu'est-ce qu'on retrouve beaucoup plus dans notre pays? Et quel type dans de nos forme? Statistiques, nous avons 70 à 80% des multibacillaires. Hautement contagieux là. Cela veut dire quoi? Si on a cette forme, c'est que la proportion pour que nous ayons des cas de lèpre va en s'élevant. Effectivement. Alors, la difficulté. Avant d'aborder la difficulté, parce que beaucoup nous suivent, on reviendra sur la difficulté peut-être demain. N'ont pas l'information. On veut savoir comment on l'attrape, comment on est contaminé par ce microbe-là. Dites-nous en fait l'information. Heureuse d'annoncer, vous avez 60 secondes. Ça, c'est le de docteur. façon plus simple. Il faut dire que la voie de transmission de la lèpre n'est pas très bien connue. Cependant, il y a des hypothèses. L'hypothèse la plus plausible qui a été rapportée, c'est la transmission aéroportée. Donc, ça veut dire quoi? Par les narines. Quand on respire le même environnement. Mais la caractéristique première... Mais quand on se touche, c'est souvent ça, on pense que quand on se touche... Non, à ce niveau, il est décrit qu'il y a moins de risques. On peut même manger avec un lépreux sans être contaminé. Mais il est apparu que, en plus de la contamination par voie aérienne, il y a le fait que lorsque vous avez une lésion cutanée, le germe peut passer par la lésion cutanée pour atteindre l'individu, disons l'individu malade, quitte l'individu malade vers l'individu sain. D'accord. Alors, il y a l'intervenant qui disait également, l'infirmier, qu'à travers les gouttelettes de salive qui sortent de la bouche lorsqu'on parle, on peut contaminer son prochain aussi. Exactement. D'accord. Heureuse d'annoncer, le sujet est tellement intéressant. Je propose qu'on y revienne encore demain. Oui, on sera avec le coordonnateur demain. On avait pensé beaucoup plus parler des actions menées. Non, mais on là, n'a pas fini avec les 6 annonciateurs. Oui, on n'a pas fini. Il faut qu'on puisse savoir comment éviter d'attraper le mal. C'est d'abord ça. Après, on parlera de comment est-ce qu'on en guérit. N'est-ce pas, docteur? Dans tous les cas, je suis à votre disposition pour apporter plus d'informations. Merci. On en a besoin. Donc, ne vous inquiétez pas. Le reste des informations, vous les aurez demain. Il suffit de revenir suivre encore le grand rendez-vous demain à 19h. Et Heureuse d'annoncer sera encore là avec son invité pour en parler. Vous le savez, vous le devinez, Nature et Bien-être s'achève donc ainsi ce soir pour laisser place à Autant Savoir.
Autant savoir revient encore sur la lutte contre le travail des enfants et ce soir nous recevons un membre de l'UNICEF pour venir nous dire un peu ce que cette structure internationale fait pour pouvoir lutter contre le travail des enfants. Mais avant, je vous invite à suivre ce commentaire de Jennifer Sachevi qui revient sur les statistiques de l'UNICEF justement. Ils sont très souvent âgés de 5 à 14 ans, ces filles et garçons impliqués dans le travail des enfants à travers le monde. En Afrique subsaharienne, un enfant sur 4 entre 5 et 17 ans travaille, contre 1 sur 8 en Asie et Pacifique et 1 sur 10 en Amérique latine. Des chiffres qui ont subi une légère baisse comparée aux années précédentes. Cette régression peut s'expliquer par différentes actions de certaines organisations qui luttent contre le phénomène. L'UNICEF notamment soutient une feuille de route qui appelle à organiser une réponse intégrée au problème du travail des enfants. L'organisation internationale s'est engagée à soutenir les communautés, ceci pour leur permettre de changer leur acceptation culturelle du travail des enfants. Des stratégies et des programmes sont donc mis en place pour fournir une source de revenus aux familles. L'accent est également mis sur une éducation de qualité, des services de protection, l'accès aux crèches et aux jardins d'enfants et bien d'autres. L'UNICEF travaille également avec les employeurs et le secteur privé, une stratégie qui permet d'évaluer l'impact de leur chaîne d'approvisionnement et de leurs pratiques sur les enfants. Merci à vous Jennifer Sachevi pour ce commentaire sur image très intéressant. Nous recevons donc sur ce plateau Serge Akpaka. Comment vous allez? Ça va bien, madame la journaliste. Vous représentez l'UNICEF Bénin ici sur ce plateau. C'est un plaisir de vous avoir. Merci, c'est un plaisir pour nous aussi d'être sur ce plateau pour parler de la cause des enfants. Ok, ce soir on s'intéresse à la lutte contre le travail des enfants. On parle un peu de l'apport de l'UNICEF. Mais avant, est-ce que vous pensez, vous, en tant que membre de l'UNICEF Bénin, que c'est possible de s'assurer de la protection de ces enfants-là en situation de travail? Merci madame la journaliste, je commence par saluer vos téléspectateurs et dire tout de suite que c'est bien possible de s'assurer de la protection des enfants en situation de travail. Et s'il y avait une thérapie, une recommandation à faire, je le dirais en une seule phrase, il faut appliquer les tests. Parce que nous avons un arsenal juridique assez fourni dans le pays qui permet d'adresser la question. Il faut s'assurer que les enfants en âge scolaire soient à l'école aux heures de classe. Ça, c'est le premier principe. Notre constitution du 11 décembre 1990 stipule que l'enseignement de base doit être gratuit et obligatoire, mais même si ce n'est pas gratuit, pour le développement du pays, on peut déjà s'assurer que tous les enfants en âge scolaire soient en classe, encadrés aux heures de classe, plutôt qu'on les voit dans les rues avec des marchandises sur la tête ou sur des sites d'exploitation. Ça, ce serait déjà un premier pas. Mais il y a également la catégorie des enfants qui sont déscolarisés ou non scolarisés, qui doivent être mis en apprentissage. Là également, on peut s'assurer de leur protection en respectant les tests. Parce que conformément à chaque âge et conformément aux capacités de l'enfant, il y a des métiers qui sont recommandés, il y a des métiers qui sont interdits. Carrément, nous avons une liste qualifiée de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Quels sont ces travaux dangereux? Il y en a toute une panoplie. Quand vous prenez par exemple, en fait, c'est quoi? Un travail n'est pas dangereux en soi. Il est dangereux par rapport à l'âge et aux capacités de l'enfant et aux conditions de son exercice. Bon, un enfant d'aucun, par exemple. Quand vous prenez un enfant de 8 ans, par exemple, qui est dans un atelier de soudure, la soudure est un travail dangereux pour un enfant de 8 ans. Quand vous retrouvez un enfant de 10 ans qui se retrouve dans une entreprise où il doit manipuler des produits chimiques, vous voyez, donc il n'y a pas de cohérence, de corrélation entre l'âge, les capacités physico-psychologiques de cet enfant et les activités dans lesquelles on l'implique. Donc il y a cette seconde étape de vigilance
qu'il faut assurer au niveau national pour préserver les enfants. D'accord. Monsieur Akweka, si vous permettez, moi, je me demande, on dit qu'il faut respecter l'âge légal. L'âge légal, en tout cas selon les tests, c'est à 18 ans qu'un enfant doit commencer par travailler. À 14 ans, il est peut-être en situation d'apprentissage. Mais ici, au Bénin, nous avons des enfants qui ont peut-être même moins de 14 ans et qui travaillent peut-être des aides à domicile ou des aides au niveau du marché et autres. Est-ce qu'on peut obliger les citoyens béninois à respecter cet âge légal-là pour qu'un enfant puisse commencer par travailler? Oui, merci. L'âge légal, il faut le préciser. Au Bénin, le Code du travail a stipulé 14 ans comme âge légal pour travailler. Ça, c'est clair. Pas l'apprentissage, le travail. Travailler. Donc, un enfant de 14 ans que vous avez à la maison avec lequel vous travaillez, vous n'êtes pas en irrégularité. Vous êtes en irrégularité parce que le travail de maison est un travail réservé aux plus de 18 ans. Ah, d'accord. C'est cela. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est surtout dans cette catégorie pourtant qu'on les retrouve. Oui, c'est ceux qui utilisent des employés de maison de moins de 18 ans sont dans l'irrégularité. Il faut que l'âge minimum pour être travailleur de maison, c'est 18 ans. C'est ça. Les conventions sont très claires. C'est vrai que le Bénin n'a pas encore ratifié la convention sur les travailleurs relatifs aux travailleurs de maison. Mais le travail de maison s'exerce dans des conditions telles qu'il est un travail dangereux pour des enfants de moins de 18 ans. Ça, c'est clair. Et toutes les conditions d'abus, de manque de repos, de maltraitance qui entourent les enfants qui se retrouvent en situation de travail dans les maisons, ne les ignorons pas. Donc, il faut que les enfants... Mais pour revenir à votre question et dire que à 14 ans, un enfant peut légalement travailler, mais pour autant, il ne cesse pas d'être un enfant. Donc, il faut que ces droits légaux en tant que travailleur soient respectés. Et en tant qu'enfant? Et en tant qu'enfant, il faut que ces droits soient également respectés. Il revient aux employeurs qui choisissent de recruter des employés de moins de 10 ans et de 18 ans, de mettre en place les conditions requises pour assurer le respect de leurs droits en tant que travailleurs et en tant qu'enfants. Avec peut-être l'appui des services d'inspection du travail. C'est justement ça, parce que je me demande si ces employeurs ne peuvent pas être à la fois juges et parties. Il faudrait qu'il y ait peut-être une autre structure ou d'autres personnes à même de pouvoir juger si véritablement l'employeur respecte et les droits du travail en ce qui concerne cet enfant qui travaille et les droits de cet enfant. Absolument. Il y a les services compétents dans le pays, les services d'inspection du travail, il y a des médecins du travail qui sont dans le pays, qui sont compétents en la matière et qui organisent des visites d'inspection dans certaines entreprises, déjà au profit des travailleurs adultes. Et maintenant, lorsqu'il est remarqué qu'il y a des employés de moins de 18 ans dans ces entreprises, les conditions spécifiques qui s'appliquent à leurs conditions de travail sont également prescrites aux employés. Mais nous savons que de façon générale, le secteur informel prime dans le pays et que les situations, les sites ou les secteurs dans lesquels les enfants sont le plus employés, ce ne sont pas des structures formelles dans lesquelles qui recourent généralement à l'expertise des services d'inspection du travail. Donc, il y a un travail de sensibilisation à faire pour que ces employeurs, ces maîtres artisans soient informés, parce que parfois c'est en pure ignorance qu'ils recrutent des enfants de bas âge dans leurs activités. D'accord. On voit souvent dans vos sensibilisations des pancartes où c'est mis « Laissez-moi être un enfant ». Est-ce que pour vous, un enfant qui travaille, on ne le laisse pas être un enfant? Bien sûr, un enfant qui travaille, on le prive de son enfance. Les enfants, il y a le slogan qui dit « Les enfants à l'école, les adultes au travail ». Donc, la pleine jouissance de l'enfance ne se passe pas dans les entreprises ou sur les sites d'exploitation. La pleine jouissance de l'enfance se passe à l'école, en famille, dans la distraction et dans les activités psycho-éducatives qui permettent à l'enfant de grandir, de s'assurer un développement complet, de devenir adulte, un adulte complet avec toutes les potentialités qui lui permettent de contribuer au développement de la nation. D'accord. Un enfant sur 4 en Afrique subsaharienne qui est en situation de travail, est-ce que ces chiffres sont plus bas en ce qui concerne le Bénin particulièrement ou ces chiffres sont plus hauts? En ce qui concerne le Bénin, ces chiffres sont plus élevés. Les statistiques, c'est vrai, entre 2014 et 2017 ont baissé.
Nous avons eu une enquête nationale conduite par l'INSAE en 2014 qui a déchiffré 52,8% des enfants béninois qui sont astreints à des conditions de travail. C'est un chiffre vraiment... C'est quand même la moitié, c'est énorme. Ça fait un enfant sur deux. Oui. Et plus récemment, en 2017, la même institution a conduit une autre enquête EDS qui a revu ce chiffre à la baisse et actuellement on tourne autour de 30%. Donc de 52 à 30%, on peut estimer qu'il y a une baisse, mais les chiffres sont toujours alarmants. Parce qu'à 30%, lorsque nous avons la majorité de la population béninoise constituée de jeunes enfants et que 30% de ces enfants ne peuvent pas se consacrer uniquement à leurs études ou à leur formation, cela compromet l'avenir de la nation. D'accord. Quelles sont donc les recommandations de l'UNICEF pour la lutte contre le travail des enfants ici au Bénin? Oui, j'ai commencé par dire ici qu'il faut appliquer les tests. Les États ont la première responsabilité de protection des enfants. Les États ont la responsabilité de mettre en place des systèmes de protection qui permettent de s'assurer que tous les enfants grandissent loin des dangers, loin des risques. Donc, il revient à l'État de faire appliquer les tests. Il n'y a pas de vide juridique au Bénin. Nous avons tout ce qu'il faut pour que... Comme arsenal juridique. Comme arsenal pour que la question, lorsque nous aurons une volonté, lorsque la volonté politique va s'affirmer de façon forte pour en découdre avec ce phénomène, je pense que le terrain juridique est suffisamment balisé pour le faire. Donc, selon vous, ce n'est pas faute de tests juridiques ici au Bénin, c'est peut-être une volonté qui n'est peut-être pas assez affichée? Ces dernières années, je puis vous dire que beaucoup plus que par le passé, nous avons eu de grands efforts qui ont été faits par le gouvernement relativement à la question du travail des enfants. Nous avons... C'est vrai, avec la contribution de l'UNICEF, nous avons vu des inspecteurs du travail arpenter des marchés, arpenter des sites d'exploitation du travail pour sensibiliser les usagers, mais aussi pour retirer systématiquement des enfants qui se retrouvent dans des situations de pire forme de travail des enfants. Nous avons des cas d'auteurs d'exploitation d'enfants qui se sont retrouvés devant les tribunaux et il y a des condamnations qui ont été prononcées en 2018, tout récemment. D'accord, alors il nous reste une minute. J'aimerais que vous lanciez un message à l'endroit de ces parents-là, parce que ça part d'abord de la famille de l'enfant avant qu'on n'en vienne aux employeurs. Est-ce que vous aviez un message à leur endroit? Bien sûr. Mon message, c'est, comme vous le dites, à l'endroit des familles. Il importe que les familles cessent de voir dans l'exploitation ou dans la mise au travail de leurs enfants une solution à leurs problèmes de survie et de pauvreté. Envoyer un enfant travailler, le déscolariser, ne pas l'envoyer à l'école, c'est le priver de ces opportunités, des opportunités d'un meilleur avenir, mais c'est aussi se priver soi-même en tant que parent de la possibilité que cet enfant grandisse et vienne vous faire sortir de la pauvreté dans l'avenir. C'est ça, on ne pense pas souvent. Voilà, donc il importe que les parents, c'est vrai, nous sommes dans un contexte de pauvreté croissante, il importe que les parents sachent que les enfants constituent l'espoir vers l'avenir. Merci beaucoup Serge Akpaka. Nous rappelons que sur ce plateau, vous représentez l'UNICEF. C'était un plaisir de vous avoir. Donc, avec vous, on s'est intéressé à la lutte contre le travail des enfants. On a parlé un peu de l'apport de l'UNICEF. Mesdames et messieurs, Autant savoir s'achève donc ainsi pour céder place à l'expert. Changement dans une entreprise, comment détecter le besoin? On en parle avec Marcel Effon. Il est coach motivateur. Bonsoir Marcel. Bonsoir Agnès. C'est un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Donc aujourd'hui, on s'intéresse à comment détecter le besoin de changement au sein d'une entreprise. Oui, absolument. Il faut qu'on aborde la question du besoin d'un processus de conduite de changement. On en parle d'ailleurs depuis 2 semaines, mais la question pour nous aujourd'hui, c'est d'apporter l'information utile aux entreprises, mais ces informations-là qui permettent aux entreprises de savoir à une étape de leur vie qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Au début, à tort et à travers, parfois les entreprises sont confrontées à des situations
elles pensent qu'il faut aller vers la formation, elles pensent qu'il faut aller vers le licenciement, elles pensent qu'il faut. Mais après, il y a des actes que vous posez qui ne vous permettent pas nécessairement d'avoir les résultats. C'est comme quelqu'un qui a les maux de tête et on lui donne des médicaments pour les maux de ventre. Certes, la personne a pris des médicaments, mais ça ne lui permet pas de se guérir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé d'apporter l'information aux dirigeants d'entreprise, aux chefs d'entreprise, aux promoteurs, afin qu'ils puissent comprendre à chaque étape, face à chaque situation, quels sont les comportements qu'il faut adopter pour pouvoir faire face délicatement aux situations et sorties d'affaires. D'où leur montrer aujourd'hui quels sont les facteurs, aussi bien internes qu'externes, qui leur permettent de savoir que oui, l'étape que nous sommes en train de traverser dans notre entreprise, c'est une étape où il faut qu'on mette en place un processus pour conduire le changement. Donc, toute entreprise peut facilement identifier ou diagnostiquer lui-même d'avance que non, ce dont je souffre, ce n'est pas un problème de formation, ce n'est pas une faiblesse de l'entreprise, mais c'est une situation par rapport auquel l'entreprise a besoin de changer de comportement. Et pour cela, il faut que je mette en place un dispositif qui me permet de conduire ce changement jusqu'au bout. Donc, naturellement, vous allez me poser la question, et quels sont les facteurs internes de l'entreprise qui permettent de savoir que oui, il faut mettre en place un dispositif pour conduire le changement. C'est sûr, hein, au sein d'une entreprise, il y a des facteurs qui entrent en ligne de compte, mais est-ce que c'est seulement des facteurs internes? Ça doit être à la fois des facteurs internes et des facteurs externes. Absolument. Comment identifier ces facteurs-là? Ça ne doit pas être évident, Marcel. Oui, il faut pour les identifier, ce n'est pas compliqué. Hein. Comme facteur, par exemple, interne, une entreprise à la tête de laquelle on doit changer le directeur pour une raison ou pour une autre. Alors, un directeur qui a fait 10 ans à la tête d'une entreprise, on doit le changer, mais c'est fondamental. Parce qu'il a fait 10 ans? Oui, parce que... On le change parce qu'il a fait 10 ans? Oui, parce qu'après 10 ans, il laisse un leadership, il laisse un style de management. Après 10 ans, il laisse une empreinte qui parfois est une empreinte positive, mais dans certaines mesures, est une empreinte aussi négative. Mais il faut pouvoir faire la part de tout ça pour savoir le départ de notre nouveau directeur, qu'est-ce que ça crée comme impact. Sinon, le départ du nouveau directeur peut baisser la performance de certaines personnes. Si. Comme ça peut aussi augmenter la performance d'autres personnes. Oui. Mais il faut prendre compte, il faut être conscient de cela et savoir que oui, c'est une situation nouvelle dans notre entreprise par rapport auquel il faut qu'on prépare l'environnement, mais qu'on prépare également la ressource humaine pour que ça se passe très bien. Donc, ce qui nous amène à identifier déjà que le départ d'un nouveau directeur ou l'arrivée d'un nouveau directeur doit faire objet nécessairement d'une préparation. Donc, qui parle de préparation, alors parle d'un dispositif qu'on met en place pour conduire ce changement. Si. Et il y a beaucoup d'autres événements. Il y a un mauvais choix, par exemple, des membres de l'équipe. Lorsque, à un moment donné de votre entreprise, vous voyez une réorganisation du personnel. Une réorganisation, oui. De nouvelles nominations, par exemple, dans l'entreprise, doivent faire appel à un processus de mise en place de conduite du changement. Parce que vous avez identifié que les gens ne sont pas performants, certes, mais pendant un bon moment, les gens sont restés. Comme je l'ai dit, par rapport à un directeur, ils ont laissé des empreintes. Ils ont pris des habitudes. Ils ont pris des habitudes. Et ces habitudes-là même sont allées jusqu'à impacter, pourquoi pas, des clients. Et des clients qui, au départ, s'attendaient peut-être à des choses plus merveilleuses, ont pris le temps de s'habituer à de la médiocrité, par exemple. Mais cette médiocrité devient leur zone de confort. Pour changer ça, il faut les préparer. Parce qu'ils auraient aimé continuer à avoir leurs interlocuteurs, quand bien même ces interlocuteurs ne sont pas les bonnes personnes. Donc, quand vous identifiez par exemple que votre équipe a des problèmes de performance ou il y a une adéquation entre les aptitudes que les membres de votre équipe ont et les aptitudes que les gens devraient avoir au poste où ils sont, il faut mettre en place un dispositif pour conduire ce changement afin que l'entreprise puisse traverser facilement cette étape. Il y a d'autres éléments qui sont bien sûr liés aux éléments internes qui montrent ou qui sont des indicateurs pour dire qu'on peut mettre en place un dispositif pour conduire le changement. Comme par exemple... Est-ce que c'est des indicateurs qu'on peut détecter tout seul sans avoir besoin peut-être d'un consultant ou d'un regard externe? Alors, c'est le rôle que nous jouons en ce moment. Il y a des chefs d'entreprise, il y a des directeurs, des patrons qui peuvent eux-mêmes, de facto, identifier ces éléments. Mais comme vous le savez, tout cela dépend de vos aptitudes, de vos connaissances et aussi de vos performances managériales. Mais il faut aussi avoir une hauteur d'esprit pour pouvoir analyser cela. C'est peut-être pour ça que le regard externe est meilleur. Donc, les experts sont plus habilités et le meilleur produit d'ailleurs, sans faire de la publicité, le meilleur produit pour les entreprises, c'est d'aller vers, par exemple, un dispositif
mettre en place un dispositif par exemple, pour conduire le changement. Aussi petit que soit le changement. Je dis aux gens, il n'y a pas de petit changement dans une entreprise. Lorsque votre secrétaire n'est pas performante, c'est un problème. Et ça perd de l'argent à l'entreprise. Il y a des gens qui sont partis de votre entreprise simplement parce que la secrétaire n'est pas performante. Ou elle les a pas bien accueillis. Oui, ils ne sont pas contents de sortir autant d'argent pour avoir affaire à un interlocuteur d'un niveau si bas. Et rien que pour cela, ils disent, cette entreprise n'est pas faite pour des gens comme nous. C'est comme la dernière fois, j'étais dans une église où je devais être reçu dans un secrétariat de l'église pour demander alors un service de l'église en tant que chrétien, mais la personne qui était là n'était pas préparée pour. Si l'église était une entreprise commerciale, je serais déçu, je vais repartir ailleurs. Mais comme ce n'est pas une entreprise commerciale, vous restez quand même pour payer. Oui, mais encore mieux, je peux aller ailleurs tant que c'est possible. Dans une autre église. Et si je ne peux pas aller ailleurs, ça peut faire une perte pour l'église parce que je peux décider sur ce fait alors de ne plus être chrétien. Oui. Si en temps ma foi était liée au comportement et aux attitudes de ces personnes-là qui sont appelées à animer ces instances religieuses. D'accord. Donc le besoin de changement peut être partout. Partout. Le besoin de changement est partout. Et surtout, pour des raisons internes, on devrait pouvoir identifier que ça ne va pas. Quand ça ne va pas, c'est que ça ne va pas. Et au-delà de ça, il y a par exemple des innovations, par exemple, dans le processus de fabrication pour des entreprises manufacturières. Pourquoi on veut s'ouvrir sur un autre marché? Voilà, on veut soumissionner à des marchés ou même on veut changer même le système de production. Vous voulez changer le système de production, vous avez fait une production archaïque, mécanique jusque-là, mais on veut l'industrialiser. C'est un changement. Oui. Les gens sont déjà habitués à travailler avec des machines archaïques ou à travailler avec le manuel. Et ça leur permet, pourquoi pas, à un certain moment, d'avoir des à côté. S'il n'y a pas un ordinateur qui comptabilise ce qu'on fait et qu'on doit prendre l'argent. On arrive à garder la petite pièce quand même, francs. Oui, tous les jours, on a un budget, on a quelque chose qu'on... En budget, vous voulez dire pas un budget. Donc, mais lorsque vous décidez, parce que vous voulez que l'entreprise puisse faire davantage de chiffre d'affaires, vous menacez les intérêts des gens. D'accord. Il faut pouvoir les préparer à cela. Et pour les préparer, il faut savoir l'identifier que mais ça qu'on veut faire, c'est un changement. Et il faut que nous mettions en place un processus, un dispositif pour conduire ce changement afin que les gens ne puissent pas le saboter et qu'on puisse le conduire à bon port. D'accord. Là, on a parlé des facteurs internes. Qu'en est-il des facteurs externes? Il y a des facteurs externes naturellement qui consistent par exemple en le développement technologique de nouveaux matériaux, par exemple dans le milieu, dans le secteur dans lequel vous êtes. Oui. Lorsque vous êtes une entreprise et qu'il y a eu tellement d'innovation, quand vous ne vous mettez pas au goût du jour, alors la concurrence va vous emporter. Oui. Donc c'est un facteur externe qui vous menace, qui fait que vous devez mettre en place un dispositif pour changer. Il y a beaucoup d'autres choses, par exemple le changement des exigences et des goûts des clients. Il y a des clients, par exemple, parce qu'ils ont consommé ailleurs et ils sont plus prêts à revenir chez vous. Mais c'est un facteur externe qui montre que vous devez mettre en place un dispositif pour changer. Parce que vos collaborateurs, ce qui est intéressant dans cela, votre équipe n'est pas nécessairement consciente de cela. Tant que les gens continuent de percevoir leur salaire, tant qu'ils viennent et qu'il n'y a pas de cataclysme, alors ils continuent de venir au boulot. Mais pourquoi ils vont accepter de payer un prix alors qu'il n'y a pas de problème? On continue de leur payer leur salaire. Il faut leur montrer en réalité que les clients sont en train de partir. Et c'est un indicateur qui nous contraint alors à aller vers le changement. Et ce changement, alors, il faut le conduire, il faut mettre en place un dispositif. Il y a d'autres facteurs, par exemple les activités, les innovations qui sont mises en place par les concurrents. Oui. Il y a des concurrents qui innovent tout le temps. Il faut suivre donc les concurrents de près. Il faut suivre les concurrents de près. Et la concurrence, comme l'a tout le temps dit un ami, profite aux clients. Donc, si vous mettez en arrière en tant qu'entreprise, alors la concurrence va vous faire fermer votre boutique. Donc, il faut vous mettre au goût du jour. Mais se mettre au goût du jour suppose qu'on change de comportement, qu'on change la manière de faire. Donc, en tant qu'entreprise, vous n'avez pas le choix de mettre en place un dispositif. Nous avons par exemple les changements économiques nationaux ou globaux. L'économie nationale a changé. Je prends le cas du Bénin actuellement où beaucoup de personnes crient. Parce qu'il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de réformes qui sont mises en place, ce qui est normal. D'autres habitudes sont nécessaires. Oui, d'autres habitudes sont nécessaires. Et on doit pouvoir le comprendre. Donc, parlant du changement des entreprises, le changement concerne aussi les États, si tant est que les facteurs externes sont liés à des problèmes qui sont liés à l'environnement national ou international. Donc, lorsque, par exemple, la manière de faire a changé, les manières de faire ont changé, lorsque les clients ne sont plus contents, ou lorsque même, alors, à l'échiquier international, vous avez perdu votre rang, ça veut dire qu'un changement est en train de s'imposer. Donc, autant de facteurs aussi bien internes qu'externes qui devraient pouvoir amener aussi bien les chefs d'entreprise que les États à mettre en place un dispositif pour conduire le changement.
Alors, mesdames et messieurs, j'espère que vous l'avez compris, hein, le besoin de changement est à la fois en interne qu'en externe. Il ne faut négliger aucun aspect quand on a envie de faire passer son entreprise ou sa structure à une étape supérieure. On remercie donc le coach pour ses astuces et conseils qu'il a partagés avec nous. On le retrouve encore mercredi prochain. En attendant, nous rejoignons Nadej Soni pour le journal. Il est 19h45. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Pendant longtemps, la jacinthe d'eau était considérée comme une malédiction pour le Bénin. Aujourd'hui, elle est source de revenus pour plusieurs Béninois qui s'intéressent à sa transformation. À la fois ludique et didactique, le Jardin des plantes et de la nature de Porto-Novo constitue un élément important du patrimoine historique et naturel du Bénin. Nous irons à sa découverte dans un instant. Un nouvel ouvrage enrichit l'univers littéraire béninois. Fragile, c'est le nom donné à ce nouveau livre. Son auteur, Meshak Adjaro, l'a dédicacé à ses lecteurs. C'était samedi dernier à l'Institut français de Cotonou. C'est une plante invasive mais qui possède d'énormes vertus. C'est la jacinthe d'eau. Sa prolifération est une source de nuisances environnementales, économiques et sociales dans les milieux aquatiques du Bénin. Mais malgré cette capacité de nuisance, sa transformation en objet ou fibre dépolluante est source de revenus pour quelques Béninois. Flavien Dovonou nous parle ici des bienfaits de la jacinthe d'eau. Il est au micro de Gloria Oni et Louis Koudoubo. Les jacinthes d'eau sont des plantes aquatiques du nom scientifique de Echcornia crassipes. C'est une plante d'origine américaine. Elle est venue de l'Amérique du Sud et elle envahit actuellement nos cours d'eau et nos plans d'eau. Aujourd'hui, les jacinthes d'eau constituent un fléau environnemental pour nos cours d'eau et pour nos plans d'eau, tout simplement parce qu'elle empêche la navigation sur les cours d'eau de façon générale, empêche la mobilité des pirogues, des barques motorisées. La jacinthe d'eau, lorsqu'elle est dans un milieu et envahit toute la surface du milieu de l'eau, perturbe la biodiversité de la faune et de la flore, en ce sens qu'elle empêche d'autres plantes aquatiques de se développer. Il y a des ONG qui s'investissent dans la valorisation de la jacinthe d'eau. C'est une bonne chose parce que c'est ce qu'on appelle la lutte mécanique, pour pouvoir, n'est-ce pas, essayer de pousser loin, pour pouvoir amener à la destruction de cette espèce envahissante. Aujourd'hui, vous allez constater qu'il est capable d'utiliser la jacinthe d'eau pour pouvoir faire, n'est-ce pas, de l'engrais organique. C'est-à-dire, on l'utilise pour faire du compost. Il est possible aussi d'utiliser la jacinthe d'eau, n'est-ce pas, pour pouvoir faire des éléments artisanaux. C'est-à-dire, on fait les éventails, on fait les chapeaux, on fait les couvre-verres, pour pouvoir empêcher, n'est-ce pas, que les bouteilles de verre tombent et cassent facilement. La jacinthe d'eau, aujourd'hui, de jour en jour, sa valorisation est en train de prendre de la valeur et je crois que c'est la seule manière pour nous de lutter contre, n'est-ce pas, l'expansion exagérée de cette plante qui, il faut le rappeler, a été introduite au Bénin vers les années 1977. Le patrimoine naturel du Bénin est composé de plusieurs monuments qui lui donnent une spécificité vis-à-vis des autres patrimoines naturels africains. Le Jardin des plantes et de nature de Porto-Novo est justement l'un de ces monuments historiques et écologiques du patrimoine historique et naturel du Bénin. Doté d'une grande biodiversité, ce jardin de conservation a un intérêt à la fois ludique et didactique. Agnat Bello pour plus de précision. Considéré par beaucoup comme étant le poumon vert de la ville capitale Porto-Novo, le Jardin des plantes et de la nature est un musée à ciel ouvert. Il conserve plusieurs variétés d'espèces végétales
qui témoigne de son histoire. De la forêt sacrée en passant par le jardin colonial jusqu'à l'actuel jardin des plantes. Que le dernier inventaire qui a été fait dans ce jardin remonte à 2012 et nous a révélé plus de 330 espèces végétales, et ce qui est conforme exactement à l'inventaire de 2005. Mais depuis 2012, nous avons mis en place un programme qu'on appelle le programme Zumbuche, financé par la fondation EDF, Électricité de France, qui nous permet en fait aujourd'hui de repeupler le jardin, ce qui fait qu'aujourd'hui le nombre d'espèces en 2017 passe de 330 à 430. Le jardin des plantes est très riche en espèces rares telles que le laurier sauce et le poivrier planté depuis 1905 par le gouverneur du Dahomey d'alors. Que dire de l'iroko et du colatier, tous deux vieux de plus de 300 ans, les vestiges de la forêt sacrée. Même la présence de singes et d'écureuils sur ce site constitue un attrait pour de nombreux visiteurs. Nous sommes à peu près à 20 000 visiteurs par an. Et parmi ces 20 000 visiteurs, il y a une grande partie qui est constituée des visiteurs scolaires. Parce que depuis 2009, le jardin est inscrit comme site pédagogique d'exploration du milieu naturel. Et donc, obligation est faite à toutes les écoles, à partir du primaire jusqu'en classe de seconde, au secondaire, de visiter le jardin, non pas pour visiter, pour découvrir, mais pour y travailler. 100 francs à 300 francs CFA pour les visites scolaires, 500 francs pour la visite des touristes sans guide et 1000 francs pour la visite des touristes avec guide. De quoi payer les 16 employés du jardin et assurer l'entretien du site. Meshak Adiaho commet un nouveau livre. Fragile, c'est le nom donné à cette nouvelle œuvre littéraire qui donne à lire des textes poétiques riches et émouvants. À la faveur d'une cérémonie de présentation de cette œuvre, l'auteur a dédicacé son ouvrage à ceux qui aiment sa plume. À l'occasion, sur une note de la flûte à bec, Meshak Adiaho a offert un chant à ses fans. C'était à l'Institut français de Cotonou. Les précisions dans ce reportage de Patrick Adjagbodjou. 147 pages. 30 textes poétiques pour nourrir le corps et l'âme. Meshak Adiaho, comme fragile, présenté et dédicacé au public. Fragile, au-delà de recueil de poèmes, c'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art au plein sens du terme, parce qu'il est présenté avec le soin, avec le polissage qu'on doit à une œuvre d'art. Il est présenté avec cette verve, avec ce goût du calembour, avec ce goût de l'alliage précieux du sens et de la mesure, et ce goût de l'alliage précieux du sens et de la malice, cette malice qui fait les grands auteurs. La poésie a de beaux jours devant elle. Meshak Adiaho nous amène dans les méandres de l'amour, un art qui donne plein pouvoir à la verve. Nous voulons apprendre aux gens qui nous lisent et qui nous croisent à regarder la vie autrement, à donner de l'importance aux choses qui pourraient être des détails et à banaliser d'autres qui ne méritent pas d'en faire tout un plat. Et la poésie permet de faire ça. Au-delà d'une cérémonie de présentation d'œuvres littéraires, l'écrivain dévoile son talent de musicien et offre gracieusement à ses fans une note de flûte à bec. La musique garantit la survie de la poésie au-delà du livre. Tant qu'il y a des musiciens pour mettre en musique les textes, eh bien, les textes survivront parce que c'est plus facile à retenir et c'est plus facile à transmettre. Une invite aux passionnés des belles lettres. Fragile, un pan poétique de l'auteur à découvrir dans les librairies et bibliothèques. Au sens des parnassiens. Pour la campagne 2018-2019, l'Égypte pourrait acheter pour environ 1,5 million de tonnes de blé américain du fait de la rareté du blé russe, dont la teneur moyenne en protéines est de 12,5%. En effet, l'essoufflement des réserves en blé russe dans les points d'approvisionnement proches des ports de la mer Noire a conduit à une hausse des prix de la céréale et à une augmentation des coûts d'acquisition de la tonne de blé
à $250, soit le niveau le plus élevé depuis 4 ans. Pour la firme, cette stratégie pourrait se heurter à certains obstacles comme le temps de livraison des marchandises dans la mesure où le délai pour le chargement du blé dans le Golfe est de 21 jours alors qu'il est de seulement 6 jours dans la mer Noire. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. À demain. Merci à vous, Nadia Sani. Le grand rendez-vous se poursuit d'une actualité à une autre. Nous passons à présent à l'ActuWeb. Alors, pour l'ActuWeb, vous le savez, dorénavant, nous sommes avec Adonis Bohou. Adonis Bohou qui a beaucoup d'informations pour nous sur la toile. Adonis, bonsoir. Bonsoir, Agnès. Comment vous allez? Nous allons bien, surtout qu'on vous voit bien jaunâtre. Vous voulez parler de la couleur jaune qui prédomine? Vous avez du jaune aussi, hein, Adonis? C'est pas la même chose. Ne vous moquez pas de mon jaune. Hein? Alors, déjà, dites-nous, hein, on parle un peu de ce shutdown aux USA un mois après. Eh bien, vous savez que depuis un mois, il y a des fonctionnaires qui n'ont pas du tout de salaire. Eh bien, c'est le shutdown qui veut dire en même temps paralysie, qui a commencé aux États-Unis depuis le 22 décembre. Là, c'est la paralysie partielle, pour ceux qui ne le savent pas. Le shutdown, c'est la paralysie partielle des administrations fédérales après l'échec des tentatives de compromis entre le Congrès et la Maison-Blanche sur le budget et sur le financement. En fait, pour l'expliquer, c'est que le président Donald Trump a demandé à avoir un financement pour construire, on en avait parlé ici, un mur entre les États-Unis et le Mexique pour éviter que les gens viennent traverser les frontières. Une décision que les membres du Congrès n'ont pas appréciée. N'ont pas appréciée parce que la construction du mur coûte des milliards de dollars. Oui. Ce qui fait que depuis un moment, le Congrès... Le budget est bloqué. Le Congrès et le Sénat se renvoient la balle. Le problème avec Trump, c'est que c'est le Congrès qui est devenu maintenant, qui est à majorité opposant. D'accord. Donc, eux, ils ne veulent du tout pas de ce mur. D'accord. Mais en attendant, les pauvres populations qui n'ont pas été payées, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ah, mais pour le moment, certains sont obligés de se chercher un autre emploi. Il faut rappeler que ce shutdown, c'est le plus long que les États-Unis ont connu depuis. Parce que Bill Clinton, lui, là, en avait 26 jours. Barack Obama, c'est 6 jours. Mais depuis, on est déjà bientôt dans les 36 jours au niveau des États-Unis. On n'aimerait pas être à leur place. Hein. C'est quand même l'économie la plus prospère du monde. Ah oui, mais bon, pour le moment, peut-être demain, jeudi, tout va se régler parce qu'il y aura un vote de loi, un compromis entre les deux pour pouvoir sortir de cette crise. Néanmoins, Donald Trump insiste qu'il veut le mur dans le budget. Il tient au mur, d'accord. Oui. D'ici vendredi, on verra qui gagnera à ce bras de fer. En attendant, on parle un peu du groupe WhatsApp qui interdit le partage d'informations à plus de 5 personnes. Eh bien oui, le service de messagerie instantanée WhatsApp durcit sa lutte contre la propagation des fausses informations, les infos. Il réduit maintenant, dorénavant maintenant, à 5 personnes. C'est-à-dire quand vous voulez partager un message, vous ne pouvez pas plus le partager à plus de 5 personnes. Avant, c'était 30 personnes. Oui, jusqu'à 25, mais bon, maintenant, avec les fausses nouvelles qui circulent, c'est déjà réduit à 5 personnes maximum. Et ça concerne aussi les autres Telegram et non, tout ça? En fait, Telegram, dans le même temps, pendant que Facebook, WhatsApp diminue le nombre de partages, mais, Telegram, lui, il passe d'un groupe de 1000 personnes à 200 000 personnes. Vous imaginez 200 000 personnes ensemble dans un groupe? Tout un village. Hein. Imaginez tout un village réuni dans un seul groupe. J'imagine ce que ça va donner. Bonjour, la décharge de la batterie d'abord. C'est d'abord ça. Ouais. Parce qu'avec les petits groupes de 100 personnes, c'est difficile. Une heure d'absence et vous avez déjà beaucoup de messages en attente. Ce n'est pas la seule information que vous avez pour nous? Non, bon. Avec la dernière information qui est une nouvelle un peu triste, nous espérons peut-être que les nouvelles soient bonnes. Le joueur argentin Emiliano Sala a disparu depuis avant-hier. Il est où? Il a été transféré de Nantes à Cardiff. Donc, en voulant rejoindre son club, le mardi, il a disparu des radars. Là, son avion qu'il a pris a disparu des radars. Donc, depuis, lundi soir, Donc, depuis hier, on est en train de Donc, ce n'est pas lui seulement qui a disparu? Non, il y avait l'avion, il y avait le pilote de l'avion et un autre compagnie, c'était à peine 3 dans l'avion. C'était un petit aéronef. Un petit aéronef qui a disparu. Il faut rappeler, on espère pour les fans qu'il a signé récemment un contrat de transfert de Nantes à Cardiff. Donc, il devait commencer hier et aujourd'hui, Aujourd'hui, il a commencé à jouer avec Cardiff. On espère que ça ne va pas peser lourd dans ce transfert. Bon, le transfert est déjà fait. Moi, je pense beaucoup plus à sa famille.
Parce Et qu'on à ses n'a pas, fans aussi, parce hein. qu'on n'a pas de nouvelles depuis bientôt 2 jours et les recherches toujours se poursuivent. L'avion a disparu des radars. À quel niveau? Non À quel loin niveau ça a disparu? non loin d'une île. C'est là, mais bon, on attend de voir. D'avoir des informations complémentaires aussi. Hein. Jusqu'à présent, pour le moment sur la toile, nous avons beaucoup de messages de compassion à l'endroit de sa famille, à l'endroit de lui-même. Nous attendons une confirmation, soit il est décédé ou soit il est vivant quelque part. Et les recherches se poursuivent. D'accord, l'enquête se poursuit et l'information aussi se poursuit. Adonis Bohou nous suit tout ça de près. Adonis Bohou, on rappelle la question de la semaine? Ah oui. Bien sûr, j'ai la question de la semaine, donc c'est à moi cette fois-ci de le dire. La question de la semaine dit ceci: que pensez-vous de la sensibilisation sur le respect des couloirs de passage sur nos routes? Que pensez-vous de la sensibilisation sur le respect des couloirs de passage sur nos routes? En d'autres termes, l'opération rouler à droite. En d'autres termes, l'opération rouler à droite. Adonis, il aime bien l'opération rouler à droite. Il nous dira tout sur ça le vendredi et on attend aussi vos réponses. On espère que vous serez nombreux à nous répondre. Nous terminons avec le rappel de la météo, surtout pour vous qui venez de nous rejoindre. Voilà, mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, ce soir, nous nous sommes intéressés à la lèpre au Bénin. Nous avons parlé des signes annonciateurs avec Heureuse Danondé et son invité, c'était dans Nature et Bien-être. Avec Autant Savoir, on est revenu sur la lutte contre le travail des enfants. On a parlé un peu de l'apport de l'UNICEF. Au niveau de la rubrique Expert, on s'est intéressé à la réponse à cette question, comment détecter le besoin de changement dans une entreprise. Le coach Marcel Effon était donc là pour nous apporter les réponses à cette question. C'est l'instant citation. À présent, la citation de ce soir nous est venue de Robert L. Stevenson et elle dit ceci: ne juge pas la journée en fonction de la récolte du soir, mais d'après les graines que tu as semées. Ne juge pas la journée en fonction de la récolte du soir, mais d'après les graines que tu as semées. C'est donc une recommandation de Robert L. Stevenson. Nous espérons qu'elle vous aurait été utile. En attendant, nous vous remercions d'avoir été des nôtres tout au long de cette émission. Merci de rester fidèle au programme de BBM4. Je vous retrouve avec grand plaisir très bientôt. En attendant, restez fidèles.